Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique. Je suis Blandine Desjean, directrice de l'association Ébulliscience. Notre métier, notre objectif, c'est de faire découvrir et aimer les sciences auprès de tous les publics. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Michel Jolion et Frédéric Arnaud, avec qui nous allons parler de leur engagement associatif au sein de l'association Ébulliscience. Bonjour Frédéric Arnaud et Jean-Michel Jolion. Merci de participer à ce podcast Ébulliscience. Parlons Science, le podcast de la médiation. Une petite question pour vous deux pour commencer, qu'on pose à tous nos invités et toutes nos invitées. Quel était votre rapport aux sciences quand vous étiez enfant? Et allez Frédéric, s'il te plaît. Moi j'ai eu un rapport aux sciences qui était à travers la technologie. La technologie m'a toujours passionné depuis mon enfance. J'ai toujours été fasciné de voir les moteurs, de voir les objets qui nous entouraient. Et très tôt, j'ai commencé à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Les premiers moteurs que j'ai démontés étaient des moteurs modélisme dans lesquels il y a quelques pièces, donc c'est assez simple. Et puis je trouvais ça assez magique que ça puisse tourner et avoir une action mécanique. Par la suite, je me suis intéressé plus aux moteurs automobiles. Ma première voiture, je crois qu'on a dû me l'offrir aux alentours de 13 ans ou 14 ans, j'étais très loin de la conduire, mais je l'ai démontée et remontée 25 fois avant d'avoir 18 ans pour pouvoir la conduire enfin. Pour rien vous cacher, je l'ai un peu conduite avant quand même, mais bon. Sur un parking. Faut pas le dire. Donc voilà, la technologie a toujours été le moteur de la science pour moi, et je me suis rendu compte à peu près au lycée qu'il y avait un lien entre la technologie et la science. Je me souviens de cette expérience-là, c'est vraiment en première, je crois, à l'époque, où on a des équations paraboliques qui sont introduites. Et un cours de physique, à la fin d'un cours de physique, je me suis rendu compte qu'on pouvait prévoir où allait tomber une pierre qu'on lançait en fonction de sa vitesse et l'angle d'inclinaison, et on avait une équation qui nous prévoyait où elle tombait. Donc moi, je trouvais ça absolument, c'est une révélation. Je dis, ah oui, finalement, les sciences, quand même, ça apporte quelque chose. Et puis en plus, ça a aussi introduit les mathématiques. Finalement, les mathématiques, pour moi, je les ai subies. Arrivé à ce moment-là, j'ai compris que les mathématiques allaient nous servir pour tous ces aspects-là. Et en fait, la modélisation, ça a été ma première révélation. C'était complémentaire vraiment avec cet C'était amour, au service de la finalement, technologie pour moi. À l'époque, c'était vraiment au service de la technologie. C'était pas la science pour la science. Là où souvent les élèves ou les étudiants disent mais on comprend pas ce qu'on fait en science, toi tu avais déjà l'aspect technique et technologique, et donc il suffisait de rajouter l'aspect scientifique finalement. Voilà. Et j'ai compris au fur et à mesure du temps que c'était vraiment très complémentaire, et la technologie se nourrissait de la science. Et petite question, les enseignants, quels souvenirs tu as de tes enseignants ? Je me suis beaucoup ennuyé jusqu'au lycée, pour tout dire. Et arrivé au lycée, vraiment, c'était une révélation pour moi. Ça a commencé à m'intéresser. J'y allais volontiers le matin, ce qui n'était pas le cas avant. Mais au lycée, voilà, j'allais apprendre des choses, toutes disciplines confondues, même les disciplines moins scientifiques commençaient à devenir plus intéressantes pour moi. J'ai jamais eu de relation très forte avec des enseignants. Si j'avais une relation assez intéressante avec la biologie, parce que j'étais aussi passionné de biologie. Et c'est aussi à cette époque-là où j'ai découvert l'informatique. Alors, je ne vais pas couper l'herbe sous le pied Jean-Michel, mais non. C'était les années où il y avait les premiers ordinateurs. Et en fait, je m'étais acheté un premier ordinateur qui était un Sinclair à l'époque. Et j'avais fait, c'est sur la mitose et la méiose, dans des trucs de biologie. Et j'avais fait une petite animation pour m'amuser comme ça. Et la prof avait été émerveillée quand je lui avais montré ça. Et voilà, j'avais programmé des petites, je sais plus ce que c'était, des ADN, je crois, qui se promenaient dans l'espace et qui se rencontraient. C'était beaucoup de boulot pour moi et pour 10 secondes d'animation, mais voilà, c'était ma rencontre de l'informatique. Même si jamais été, l'informatique pour moi a toujours été un outil, mais à l'époque c'était une découverte. Voilà, pouvoir allumer des pixels à l'écran et les faire bouger, c'était absolument magique. Et donc Jean-Michel, je crois que tu as aussi une histoire avec ces prémices de l'informatique en France. Oui, alors moi j'ai jamais... Au contraire de Frédéric, j'ai jamais été, et je suis toujours pas, un manuel. Donc la technologie a jamais été mon fort. Alors ce qu'on appelait les cours de technologie quand on était gamin, c'est une catastrophe. Comme d'ailleurs dans beaucoup de matières, j'ai jamais été un très très bon élève. Et de fait, il y avait une discipline où par contre je m'éclatais, c'était les maths. J'ai toujours adoré les maths. Donc l'aspect conceptuel. Oui, et surtout tout ce qui tournait autour des nombres. J'ai toujours été fasciné par les nombres. Et le hasard a fait que quand je suis rentré en seconde, j'ai intégré un lycée qui était qui avait été
classé comme meilleur lycée d'Auvergne et l'Éducation nationale avait doté ce lycée d'un ordinateur. Alors un gros ordinateur où on pouvait travailler de mémoire c'est 8, on avait 8 consoles et on pouvait travailler sur l'ordinateur. J'ai découvert l'informatique qui était enseignée par les professeurs de maths à l'époque. D'ailleurs, c'était encore ça il n'y a encore pas très très longtemps dans l'éducation nationale. C'était complètement une option, ça ressemblait plus à un club à côté des heures de cours. Et j'ai découvert l'informatique, ça m'a passionné pour son côté virtuel. On faisait des petits programmes. C'était des maths, donc on faisait des programmes de calcul, j'ai découvert un peu la simulation, ce genre de choses, et tout naturellement, quand j'ai eu mon bac, il y a eu deux décisions. La première, ça a été d'intégrer une école d'ingénieur pour faire de l'informatique, et de continuer de faire des maths pour m'amuser. Et la deuxième, c'était de m'acheter un ordinateur. Donc, comme Frédéric, alors un tout petit peu plus tôt. Un tout petit peu plus puissant, j'ai cru comprendre tout à l'heure quand on discutait. Ça va faire rire, mais je pense que la mémoire de l'ordinateur faisait 26 kilo-octets. Je pense que les jeunes maintenant, ils savent même plus ce que c'est qu'un kilo-octet, parce qu'ils ne parlent qu'en giga à minima. Mais c'était un ordinateur avec lequel je programmais plein de choses, dont des jeux. J'ai développé beaucoup de jeux, les fameux murs de briques, les Space Invaders, voilà. Et quand j'étais à l'INSA, ma chambre servait de salle de jeu. Et tous les collègues venaient les soirs pour jouer sur l'ordinateur. Moi, je ne jouais pas avec mes jeux. Ce qui m'intéressait, c'était de les faire. De les construire. Les concevoir, les faire. Et l'ordinateur était suffisamment puissant qu'on soit obligé de le ralentir pendant les jeux. Et pourtant, c'était le tout début de ce qu'on a appelé les micro-ordinateurs. Ils étaient transportables, ils n'étaient pas portables, ils étaient transportables, mais quasiment c'était le prix d'une voiture. Moi, quand j'ai acheté, c'était le choix, soit avoir une voiture d'occasion. Au contraire de Frédéric, toutes les voitures que j'ai jamais ouvert le capot, moi. J'ai jamais ouvert le capot pour savoir comment c'était fait à l'intérieur. Le capot des ordinateurs, oui, peut-être un peu. Mais la technologie a jamais été mon fort. Et par contre, la science, oui, via les maths. Via la découverte après à l'INSA de plein de disciplines et du contact avec les chercheurs, où j'ai découvert à ce moment-là, tout doucement, ce qu'était la recherche par rapport à ce qu'était l'ingénierie qui devait être en théorie mon environnement. J'ai la même question que pour Frédéric. Est-ce qu'il y a des enseignants, un enseignant, une enseignante qui t'a particulièrement marqué quand tu étais notamment au lycée Alors, il y en a eu deux. Il y a eu le prof de maths qui, au lycée, s'occupait de ce petit groupe où on faisait de l'informatique et qui n'était pas agrégé. Frédéric va comprendre. Il n'était pas agrégé, il n'était que certifié. Donc, il n'avait pas le droit dans ce lycée d'enseigner les mathématiques au-delà de la classe de première. Et pour une raison d'absence du prof titulaire, quand je suis rentré en terminale, on lui a confié la classe de terminale C à l'époque en mathématiques, donc la matière principale. Et c'est la première fois qu'il avait la possibilité d'enseigner les maths en terminale, et il a expliqué à tout le monde que on aurait tous le bac et on aurait tous la moyenne en maths au bac. Et je peux te dire qu'on a bossé, mais il est pédagogiquement, il était extraordinaire. Il m'a fait découvrir tout l'intérêt de l'enseignement. Et la deuxième personne qui m'a fait découvrir ce qu'était la recherche, c'est un prof de l'INSA en physique des matériaux qui un jour m'a recruté pour venir donner un coup de main sur des aspects informatiques, sur des grosses manips de sciences des matériaux
donc sur du pilotage de machines. Et même si j'étais sur le volet pilotage technologique, j'ai pu, pendant 2 stages de 3-4 mois, côtoyer des chercheurs dans leur quotidien. Et voir ce que c'était que la vie d'un chercheur. Concrètement. Voilà. Et en plus, il m'a poussé à les rejoindre plus tard pendant ma thèse. Je précise à ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, que nous enregistrons dans une école, qui est l'école Champvert, dans le 5e arrondissement de Lyon. Et donc, si vous entendez un peu des enfants qui crient, c'est normal. Il y a aussi beaucoup d'arbres, on est au milieu d'un parc, donc quelques tronçonneuses peuvent passer par là, je le précise. Et puis, j'enchaîne tout de suite sur vos parcours, donc à Jean-Michel et Frédéric, connaître votre parcours et puis mieux comprendre ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi vous le faites aussi. Qu'est-ce qui vous a amené dans vos métiers actuels, puisque on vous laisse faire le travail de présentation. Alors, pour moi, le hasard a beaucoup guidé. J'ai jamais fait de plan de carrière et j'ai passé mon temps à bifurquer. Je voulais faire de l'informatique et garder les maths pour m'amuser, donc j'ai préparé un diplôme d'ingénieur en informatique. Sauf que j'ai jamais fait les stages d'ingénieur pendant ma scolarité dans des entreprises, donc je ne suis jamais allé travailler en entreprise, je suis allé travailler dans des labos de recherche. Donc dans la foulée de mon titre d'ingénieur, j'ai fait une thèse, donc je suis docteur en informatique et automatique, et je suis parti aux États-Unis, ce qui se faisait peu à l'époque, ce qu'on appelle les séjours postdoctoraux. À l'époque, ça existait quasiment pas. Surtout dans une discipline où de toute façon on était embauché tout de suite et il n'y avait pas de besoin d'aller à l'extérieur, sauf que familialement j'ai eu une contrainte qui m'a amené à partir aux États-Unis, à découvrir le monde de la recherche aux États-Unis. Alors il y a toujours eu un écart entre la France et les États-Unis, mais là je peux vous dire que l'écart il était abyssal. On était dans quelles années là ? J'étais à Washington, à l'université du Maryland, et j'ai eu la grande chance d'être embauché par le directeur du laboratoire, pour travailler directement avec lui, mais à l'américaine. Hein. C'est-à-dire qu'il a accepté que je vienne parce que j'avais trouvé un financement. Il m'a fait travailler avec un étudiant de master. Au bout d'un mois, il a vu que, ok, j'avais une thèse, donc je produisais un peu plus qu'un étudiant de master. Il m'a fait travailler avec un autre doctorant. Il a vu que j'avais déjà une thèse, donc voilà. Donc il m'a dit, au bout de 2 mois, bon, maintenant tu travailles qu'avec moi. Et il se trouve que dans la discipline dans laquelle j'étais, c'est lui qui l'avait inventée, cette discipline. Et il était, là aussi, assez extraordinaire parce que j'ai découvert avec lui l'histoire des sciences. Il m'a expliqué le pourquoi de la création de cette discipline, des orientations qui avaient été prises, des débats, pas philosophiques, mais voilà, il m'a expliqué. J'ai découvert ce que c'était que piloter un labo. Et puis j'ai découvert aussi que le système d'enseignement supérieur français était totalement illisible. C'est quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais une thèse de doctorat, et la première chose que m'a dit le directeur du labo, il m'a dit « Alors, les Français, vous aviez une thèse de 3e cycle, une thèse de docteur-ingénieur, une thèse d'État, et toi, tu arrives avec une thèse de doctorat. » Trop de dispositifs. Qu'est-ce que c'est que quand est-ce que vous arrêterez de faire des choses compliquées ? Et c'est pour ça que quelques années après, j'ai beaucoup travaillé sur l'organisation de la formation en France. Et donc, je suis revenu, après les États-Unis, je suis revenu en France, sur un poste d'enseignant-chercheur, jusqu'à l'université, puis sur un poste de professeur d'université à l'INSA. Donc 33 ans, là, l'âge du Christ, je comprends. À 33 ans, donc... il fallait changer. Paradoxalement un peu jeune. Et donc, je me suis mis à essayer de faire autre chose. Et l'avantage de l'enseignement supérieur, c'est qu'au-delà de l'enseignement et de la recherche, et j'adorais faire les deux, il y a toute une... C'est un système. Et donc, on a besoin de gens pour piloter le système, pour le manager, pour le faire vivre. Et donc, j'ai commencé à prendre des responsabilités dans des structures. Directeur d'école doctorale, directeur de DEA, Puis j'ai fini par diriger l'université de Lyon. Et en parallèle, comme j'avais une culture syndicale, je suis allé progressivement sur le management un peu plus politique du système, localement, régionalement et puis après nationalement. Donc plusieurs années au ministère de la Recherche et en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est ça ? Voilà, de 2012 à maintenant.
Je suis au ministère de l'enseignement supérieur, des fois à temps plein, des fois à temps partiel, dans les cabinets ministériels, mais aussi dans l'administration centrale. Et selon le périmètre du ministère, soit sur des sujets purement enseignement supérieur, soit sur des sujets éducation nationale et enseignement supérieur, et notamment la formation des enseignants. J'ai eu en charge le dossier de la culture scientifique, ce qui ne va pas t'étonner, et dans la formation des enseignants, la place de la relation à la médiation scientifique et la place de la recherche dans la formation des enseignants du premier et du second degré. Donc je me suis baladé sur plein de choses différentes d'une année à l'autre sans jamais trop me poser de questions. Je pense que la seule fois où j'ai vraiment fait un plan de carrière, c'est cette année en déposant mon dossier pour pouvoir bénéficier de la retraite. Voilà, le seul plan de carrière que tu as, c'est ta retraite. Finalement, je m'aperçois que ma carrière, elle est terminée. Je ne sais pas si j'ai complètement fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire, mais je me suis bien amusé. Oui, c'est déjà pas mal, je crois. Oui, mais franchement, je me suis bien amusé parce que le milieu de l'enseignement supérieur de la recherche est un milieu où on peut ne pas faire une carrière de routine. Ça, je voulais surtout pas. La mentalité de la recherche ne t'emmène pas vers la routine. Mon seul regret de ces dernières années, c'est de ne plus avoir d'étudiants. Parce que j'adorais enseigner et innover dans l'enseignement, faire des trucs que mes collègues ne faisaient pas, comme donner le sujet d'examen une semaine avant aux étudiants, pour voir l'effet que ça avait sur leur comportement. Beaucoup d'expérimentation. Oui, parce que même dans l'enseignement, on a cette nécessité de réinventer les choses en permanence. Et puis, les moyens, la technologie, mais ce que l'on sait de la recherche sur la pédagogie, nous amène à faire évoluer. Puis les jeunes de maintenant ne sont pas ceux que j'ai connus, les premiers étudiants que j'ai eus en 83, quand j'ai commencé à enseigner. C'est pas le même profil que ceux d'aujourd'hui. Et puisqu'on est sur les parcours, Frédéric aussi a un parcours avec plein d'aventures. Mon moteur, quand j'avais 16-18 ans, c'était la technologie. Je voulais comprendre comment ça fonctionne. Je voulais faire un bac technologique, mais dans ces années-là, on m'a dissuadé parce que c'était une voie de garage d'après les enseignants de l'époque. Donc, bon, j'ai continué sur un bac scientifique. C'est toujours ça. Peut-être un petit peu moins, quand même, Un peu moins. Un peu moins, mais en tout cas, à l'époque, c'était une voie de garage. Donc, j'ai continué sur un bac scientifique. Naturellement, j'ai été en classe préparatoire, puisque je voulais être ingénieur. Et puis, à l'issue des classes préparatoires, on passe les concours. Et il se trouve qu'on passe des concours d'école d'ingénieurs. Et puis, un petit peu plus tôt dans la saison, au mois d'avril en général, il y a les concours des écoles des ENS, dans l'école normale supérieure, qui sont toujours intéressants parce que ce sont des concours assez difficiles et ça nous prépare bien au concours d'école d'ingénieurs. J'ai passé ces concours de l'ENS comme tout le monde et il se trouve que je les ai réussis. Il y a un petit peu de hasard parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de candidats. Je ne m'étais pas préparé à les réussir. Donc bon, je les ai réussis. Il a fallu prendre une décision. Est-ce que je vais aux arts et métiers, qui était l'école d'ingénieur que j'avais réussi aussi, ou est-ce que je vais à l'ENS ? Les gens que j'ai consultés autour de moi m'ont pas du tout aidé, c'est-à-dire que les ingénieurs m'ont dit non, fais prof, surtout ingénieur, c'est horrible, et puis les profs m'ont dit fais ingénieur, surtout prof, c'est horrible. Donc voilà, il a fallu que je décide tout seul. Ce qui a fait pencher la balance, c'est sans doute le fait que l'ENS de Cachan, auquel j'étais admis, avait un énorme parc machine. C'était, je crois, à l'époque, le plus gros parc machine de la région parisienne. Donc les machines, on revient à l'aspect technologique. Presque une centaine de machines, outils. On pouvait tailler les engrenages, on pouvait faire la rectification, on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait. Tout était disponible. Tu t'es dit, je vais m'amuser, en fait. C'est un peu ça. Je me dis, il y a un parc machine comme ça, il ne faut pas passer à côté. Je vais dans cette école-là, on va pouvoir faire des choses formidables. Et donc, je suis parti à l'ENS. Je me suis orienté vers la mécanique. Mais j'ai hésité avec l'électronique, la physique appliquée, parce que c'était aussi des disciplines qui étaient en croissance. Et j'ai moi aussi eu un petit peu plus tôt mon premier ordinateur. C'est les premiers micro-ordinateurs qui arrivaient, j'en ai acheté un. Ça m'intéressait aussi. Donc j'ai moi aussi, comme Jean-Michel, eu un peu d'intérêt pour l'informatique, mais plus comme outil qui paraissait magique à l'époque. On faisait bouger des pixels à l'écran, c'est nous qui les contrôlions. Sinon, c'est sur ces écrans-là, tout ce qu'on voyait, c'était la télévision, on va voir ça. Donc voilà, c'était quelque chose de différent de la télévision. Donc j'ai eu mon expérience informatique aussi. Et
Et c'était aussi l'arrivée des machines-outils à commande numérique, donc on a fait un peu le mariage de tout ça, et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Donc j'ai fait l'ENS, j'étais agrégé en génie mécanique. Et puis, à l'issue de l'ENS, malheureusement, il fallait que j'aille faire le service militaire. À l'époque, c'était encore obligatoire. Et il y avait une façon de ne pas porter l'uniforme, c'était de faire la coopération. Et donc, c'était 18 mois, c'est ça, c'était normalement. 16 mois. Contractuellement, 16 mois. C'était 16 mois, mais dans la pratique, on faisait souvent 2 ans, parce qu'après, ils proposaient un contrat civil, puisque c'était souvent l'enseignement qu'on faisait en coopération, on n'allait pas lâcher les élèves au milieu de l'année. Donc, je suis parti avec un contrat de 16 mois que je savais qu'il devait durer 24 mois. Et je suis parti à Dakar, dans une école normale supérieure, donc mon métier, c'était de former des profs. Donc j'ai fait ça, effectivement, mais c'était pas du tout chronophage. Donc en fait, j'avais beaucoup de temps libre. Je pouvais aller à la plage. J'ai d'ailleurs été à la plage, j'ai fait de la plongée. Mais comme il me restait encore un petit peu du temps, j'ai aussi pu monter des dossiers. En fait, j'ai monté un laboratoire de recherche. Je savais pas ce que c'était un laboratoire de recherche. Simplement, je savais que c'était possible à Dakar. Si on montait un dossier qui ressemble à un dossier, qu'on allait le proposer aux différentes ambassades, ils avaient des crédits qui étaient là pour l'aide au développement. Et en fait, ces crédits arrivaient. Et grâce à ces crédits-là, on a pu acheter des machines. Alors encore une fois, il y a l'aspect technologique toujours derrière. Je l'ai fait aussi parce que ça permettait à mes étudiants d'avoir des outils technologiques. Hein. On avait une petite machine à commande numérique qui était très rare à l'époque. On avait un petit robot. Voilà, tout ça, on a pu l'acheter. On a fait de la recherche sur les cellules de production intégrées. C'était à l'époque à la mode. Ça allait un petit peu moins aujourd'hui. Hein. Ça s'est terminé dans les années 2000, ces modes-là. Donc, on a fait un peu de recherche, mais on n'était pas du tout au niveau de faire des publications. Par contre, ça nous a aidé à faire avancer les élèves à travers des manips. Et puis au bout de 3 ans, donc j'ai prolongé d'1 an. J'avais un contrat de 2 ans, j'ai prolongé d'1 an. Je suis resté 3 ans à Dakar. Au bout de 3 ans, ce laboratoire tournait. Maintenant, il y avait un Sénégalais qui avait qui a pu reprendre la suite. Donc ça fonctionnait. Je suis rentré en France parce que c'était temps, on peut pas rester trop longtemps dans ces pays-là parce qu'on prend de très mauvaises habitudes, hein, pas que la plage, mais toute la vie avec, c'est pas facile. Enfin, c'est très facile justement. C'est trop facile. Donc j'ai décidé de retourner en France et puis il y avait 2 postes dans les écoles d'ingénieurs qui m'ouvraient les bras, toujours la technologie. Donc les écoles d'ingénieurs, c'était naturellement ce qui m'attirait. Dont un à l'INSA de Lyon, qui était un département qui se créait. C'était le département génie productique, GPR à l'époque. Et je me suis dit que ça allait être intéressant. Je suis arrivé, juste y commencer. Donc, quand je suis arrivé à l'INSA, j'ai à la fois perfectionné mon métier d'enseignant, même si j'avais déjà 3 ans d'expérience en Afrique. C'est vrai que c'était un peu différent dans les écoles d'ingénieurs en France, donc j'ai appris ce métier-là. Et puis, j'ai aussi observé le fonctionnement de la structure. J'avais déjà fait fonctionner le laboratoire de recherche en Afrique, donc je me suis rendu compte qu'au-delà de la technologie, faire fonctionner une structure, c'est finalement pas très différent. C'était faire fonctionner quelque chose. Et donc, en arrivant à l'INSA de Lyon, j'ai observé le fonctionnement de ce département qui était en croissance. Alors, c'était en pleine croissance. J'ai appris plein de choses, j'ai observé. Et puis 5 ou 6 ans plus tard, en fait, le directeur a laissé sa place parce qu'il avait atteint la limite d'âge. Et donc, il n'y avait pas tellement de gens qui se proposaient pour reprendre la suite. Alors moi, j'étais quand même beaucoup trop jeune à l'époque, je n'avais pas du tout de cheveux blancs à l'époque, donc je ne pouvais pas reprendre la direction. Par contre, j'étais directeur adjoint de cette structure-là, avec un directeur qui était, lui, plus tourné sur la recherche. Et donc moi, j'ai encore une fois fait largement fonctionner ce département. Puis j'en ai pris la direction quelques années plus tard. Et puis, donc un département à l'INSA, c'est une petite école d'ingénieurs, donc voilà, je fais fonctionner ce département qui est une petite école d'ingénieurs. Puis les interactions avec l'INSA de Lyon, j'étais très, très impliqué dans ce pilotage. Je suis resté 12 ans à ce poste-là, entre directeur adjoint et directeur. Donc au bout d'un moment, j'avais fait beaucoup de choses. Je connaissais très bien le fonctionnement de l'INSA. Donc la direction de l'INSA m'a proposé d'intégrer la direction centrale et j'étais devenu directeur adjoint de l'INSA, avec une mission qui était d'améliorer le fonctionnement interne de l'INSA. On avait appelé ça l'efficience opérationnelle. Je me souviens, tu avais des petites cartes de visite avec j'avais efficience opérationnelle dessus. J'avais une mission pour 2 ans, je l'ai faite pendant 2 ans. Je n'ai pas poursuivi cette mission-là parce que le contexte était compliqué avec les regroupements des structures. C'était difficile d'améliorer le fonctionnement interne alors que les structures étaient en train de se regrouper. Donc j'ai eu du mal à avoir l'adhésion du personnel, mais en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé. En parallèle, j'avais Ebulliscience, donc on en reparlera un peu plus tard, mais juste après, qui prenait beaucoup de retard. Donc, quand cette mission de 2 ans s'est arrêtée, je n'ai pas souhaité reprendre une mission de pilotage opérationnel
pour me laisser un peu de temps. Très bien, merci de m'aider dans mes transitions, Frédéric, puisque je vais poser tout naturellement la question, puisque quand même, podcast Ébulliscience. Jean-Michel Jolion, comment as-tu rencontré Ébulliscience ? Qui as-tu rencontré d'ailleurs ? Il s'agit d'une personne. On n'a pas rencontré Ébulliscience. Donc, de mémoire, donc je suis arrivé à l'INSA, moi, en 94, sur mon poste de prof. Et j'enseignais donc, comme Frédéric, au département génie productique. Et un jour, à côté de ma salle de travaux pratiques, il y avait du bruit. Et ce bruit, c'était des étudiants qui couraient dans les couloirs, dans les escaliers. Plus précisément, les escaliers. Important comme détail. Oui, et franchement, ça commençait à m'énerver. Donc, je suis allé voir ce que c'était. Je leur ai demandé. Et ils m'ont dit, c'est Monsieur Latreille qui nous a demandé de... je ne sais plus ce qu'ils étaient en train de leur faire comme manip. Donc je suis allé voir Henri Latreille. Et j'ai découvert un personnage extraordinaire qui, alors lui, sortait des cadres, qui voulait faire toucher vraiment aux étudiants ce que c'était que les pertes d'énergie, ce genre de choses. Il était plutôt physicien. Et il faisait des TP avec ses étudiants, mais alors les TP, ça prenait des formes, des fois, un peu iconoclastes. Et donc, on a très vite sympathisé avec Henri. On était dans l'ambiance main à la pâte, à l'époque. Et Henri avait des envies de faire découvrir la science différemment, notamment aux jeunes, au grand public, mais lui, c'était surtout les jeunes. Donc, avant même qu'on connaisse tout ce qui était fête de la science et tout ce genre de choses, Henri accueillait des jeunes sur le campus. Il essayait de faire des choses, mais bon, c'était très artisanal. Et donc, il avait un projet d'avoir un lieu de référence. Et donc, on s'est dit, mais on est dans une école d'ingénieurs. C'est un projet, on va le gérer comme un projet, comme le géreraient des ingénieurs. Et donc, et c'est là que Frédéric est intervenu, on a recruté donc 8 étudiants du département génie productique qui avaient à faire un projet collectif étalé sur une année. Donc j'étais en 4e année de l'INSA. Et on leur a donné comme objectif de concevoir le projet d'une salle de découverte. Et c'est eux qui ont proposé... donc les créateurs du terme ébulliscience, c'est les étudiants qui nous ont proposé ça, et de ce projet où ils ont regardé, ils sont allés voir les collectivités, Frédéric pourra compléter sur le côté réalisation physique, et ce groupe d'étudiants a donné naissance on avait tous les éléments pour ensuite, avec l'accord des collectivités, obtenir les moyens de ce qui a été la salle de découverte à Vaux-en-Velin en 98. Donc, 98-99. Ils ont fait leur projet en 97. On l'a présenté quand ils ont fait leur soutenance. C'est important ils ont fait leur soutenance à une année où, innovation pédagogique, je ne sais plus qui, dans le département GPR à l'époque, a dit que les soutenances ne devaient plus être des soutenances standards, mais des soutenances scénarisées. Mais peut-être Frédéric... tu te rappelles de leur soutenance ? Compléter. Absolument. Donc c'était 97-98. Voilà. Ouais. Ils ont fait la soutenance en avril 98. Et c'était scénarisé, c'était théâtralisé dans un amphi avec du public. Donc je te laisse continuer. En fait, ils ont fait une pièce de théâtre où c'était un procès et ils étaient accusés de détournement de science. Ce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, la démarche d'Henri Latreille, c'était il faut faire toucher les sciences, mais il ne faut pas expliquer. L'objectif, ce n'est pas de donner une solution, c'est pas de déverser la connaissance, c'est d'amener les jeunes à découvrir la démarche scientifique. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre cette approche-là. Et donc, la soutenance, les jeunes avaient décidé d'eux-mêmes d'en faire un procès de détournement. Ils étaient accusés de détournement de science. Et toutes les pièces à conviction du procès étaient en fait tous les éléments obligatoires de la soutenance. Présenter le cahier des charges, présenter les états d'avancement, etc. Enfin, tout ce qu'on leur demandait comme lié à leur projet, ils l'ont présenté comme pièce à conviction. C'était extraordinaire. Et dans la foulée de leur soutenance, on avait mobilisé 2 salles de cours
avec les expériences, on avait fait venir une école de Vaux-en-Velin. Le maire de Vaux-en-Velin était là, le directeur de l'INSA était là, et on a eu la préfiguration de ce qu'était la salle de découverte pendant une matinée. Avec un maire de Vaux-en-Velin qui est arrivé, qui a dit, dans son dircable, nous a dit, bon, une petite demi-heure, mais il ne peut pas rester longtemps. Et 3 heures après, le maire de Vaux-en-Velin était toujours à 4 pattes par terre, en train de jouer avec les gamins sur toutes les expériences. Et nous a soutenus jusqu'à la création, puis après, bien sûr. Mais c'est grâce à lui qu'on a pu ouvrir la première salle. Ouais, donc on parle là de M. Charrier, Voilà. maire de Vaux-en-Velin de l'époque, qui a permis l'ouverture de la salle qui est encore actuellement à Vaux-en-Velin, rue Et dans des Enchères. cette première salle donc, qui a été à l'INSA, juste de manière éphémère, une journée, Frédéric, tu peux compléter sur les... On avait des expériences déjà. Voilà. Les étudiants ont travaillé sur 2 volets, qui est le volet structure, comment faire vivre une structure, quel modèle avoir, quelle organisation avoir, et puis il fallait aussi qu'ils remplissent une salle de découverte. Donc ils ont aussi fabriqué des expériences. Et là, je me rappelle un groupe d'étudiants qui n'avaient jamais touché quoi que ce soit comme machine-outil. Les ingénieurs sont quand même assez théoriques, qui se sont mis à prendre des disqueuses, des perceuses, qui ont soudé qui ont assemblé des objets pour faire des vraies manipulations. Il y avait une roue de Benham, il y avait plusieurs manips, et il y en a encore une qui survit aujourd'hui dans la salle d'ébullition, c'est le double cône inversé qui permet de remonter la pente en baissant son centre de gravité. Je crois même qu'il y en a d'autres. C'est la seule qu'on expose régulièrement, en tout cas. Les autres, je ne sais pas trop ce que sont devenus. Les autres étaient peut-être plus fragiles. Je ne sais pas si elles sont encore... Je me rappelle de la roue, mais elle était fragile déjà, la roue, à l'époque. Mais voilà, on avait vraiment fabriqué des objets techniques. Ils étaient allés dans les ateliers de l'INSA, ils avaient usiné, ils avaient soudé, ils avaient peint, ce qui n'était pas du tout habituel. Et donc, on a pu présenter des manips dans des salles avec des enfants. C'était vraiment une préfiguration de la salle actuelle. Oui, ce qui est formidable, c'est que voilà, en tant qu'ingénieur, ils ont pu travailler sur un projet concret, mais d'ailleurs qui existe encore 25 ans après, puisque on parle d'une expérience, une expérimentation qui a été faite il y a 25 ans. Et le nom est resté. Ils étaient tous, quand on a, dans le système du département génie productique, en début d'année, on amenait tous les projets, et les équipes, et les étudiants candidataient. Et il y avait eu 2 équipes qui avaient candidaté. Une qui est une bande de copains, plutôt fin de promo, et qui cherchait un truc où ils n'auraient pas grand-chose à faire. Et puis, une équipe où c'était pas des copains, mais le projet les motivait, et ils se sont réunis pour se proposer. Et bien sûr, c'est celle-là que... Alors, comme j'étais le commanditaire, qui était censé être externe au département, j'ai bien sûr imposé que ce soit cette équipe-là, contre l'avis du directeur du département, et on a été très contents de ce qu'ils ont fait. Au milieu, il y avait un étudiant en échange, il y avait un étudiant allemand, qui, je pense qu'il se rappellera de son année à l'INSA, parce qu'ils ont vraiment fait des choses... Frédéric parlait d'avoir à concevoir et réaliser une expérience. Et puis ils ont eu aussi à penser le fait que ça allait être manipulé par des tout petits, oui, puis... qui avaient des conditions de sécurité, de fragilité. Enfin, et ils ont découvert ce qu'était aussi le côté muséologie. Oui, donc s'ils font actuellement un podcast, peut-être qu'ils en parlent comme étant une expérience dans leur parcours particulièrement marquante. J'imagine que oui. Et donc, Henri Latreille, dont on a parlé tout à l'heure, était le fondateur d'Ébullitions, a été président. Et toi, Jean-Michel, tu as pris la suite d'Henri Latreille comme président, c'est ça ? Voilà, pour des raisons internes, j'ai pris la succession d'Henri quelques années après. Et en fait, j'ai été président que 2 ans parce que j'ai basculé sur un poste à la région auprès du vice-président en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture scientifique. Et comme la région était un des financeurs d'Ébullitions, la région m'a demandé d'abandonner la présidence d'Ébullitions pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, ce qui était tout à fait normal. Et Frédéric a accepté de me remplacer à partir de ce moment-là, donc à partir de 2005. 2005, c'est ça. Donc un long engagement encore actuellement. Voilà, donc c'est un long mandat pour moi, puisque depuis 2005, je suis toujours président d'Ébullitions. C'est une structure que, toujours pareil, faire fonctionner les structures, ça m'intéresse. Donc Ébullitions, c'est quelque chose que
que j'ai plaisir à faire fonctionner. On parlera de l'objet un peu plus tard, qui lui aussi est intéressant. Mais moi, je propose qu'on enchaîne, au contraire, puisqu'on parle de culture scientifique et technique. Pour toi, justement, Frédéric, en tant que président, qu'est-ce qui te semble important ? Pourquoi c'est important ? Nous avons 25 personnes qui travaillent actuellement à Abiliscience, donc des gens qui font tous les jours, sur tous les temps de l'enfant, de l'élève, mais aussi avec des adultes, de la médiation scientifique. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu as toujours envie d'être président à Abiliscience ? Alors, envie d'être président, c'est une chose, mais en tout cas, l'utilité pour moi d'Abiliscience est plus que jamais visible. Aujourd'hui, on a des débats de société dans lesquels la science a une place très importante. Les gens s'appuient sur des arguments scientifiques pour des orientations politiques, des orientations du pays ou des orientations de notre société. Et je suis chaque fois atterré par le faible niveau scientifique ou la réalité, le faible niveau de réalité scientifique ou technologique sur lesquels ils s'appuient pour donner ça. Aujourd'hui, on est plus dans des dogmes que dans une vision du terrain. Or, moi, ce que j'aime vraiment, c'est qu'on part de ce qui existe, de la réalité, et qu'à partir de là, on se fasse un avis. Aujourd'hui, notre société s'éloigne, malheureusement. Malgré 25 ans d'existence d'Abiliscience, je trouve qu'on s'éloigne de ces pratiques-là, plutôt qu'on... Et justement, jamais nécessaire. Et justement, comme tu es enseignant à l'INSA, les étudiants qui arrivent en termes de démarche d'investigation, est-ce que dans leurs études, tu te dis, ils sont passés complètement à côté, ou quel diagnostic tu en aurais à toi ? Les étudiants qu'on a ne sont pas représentatifs de la société. Ils ont été particulièrement triés. Ils ont fait des sciences en arrivant. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils représentent notre société. Donc, ils ont fait des sciences, mais est-ce qu'ils les ont pratiquées ? Curieusement, les différentes réformes du bac qu'on peut largement critiquer sur plein de sujets, au niveau pratique de la science, ça ne s'est pas détérioré. Peut-être au niveau théorie, équation, c'est moins bien que ce que ça l'était, mais au niveau pratique, c'est pas si mal. Donc il y a eu une amélioration quand même. En tout cas, oui. Mais ce public-là n'est pas représentatif de la société. On parle de gens qui ont fait des bacs scientifiques et qui ont de très bonnes notes à des bacs scientifiques. Et qui sont issus d'un milieu social, des catégories socio-professionnelles qu'on appelle élevées. Et on a quand même dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui peu d'étudiants issus des milieux les plus défavorisés qui sont finalement les plus démunis face à un discours qui mélange des faits et des croyances. Et donc on en vient à l'intérêt pour toi de la culture scientifique. Par rapport à notre génération avec Frédéric, nous on n'a pas été nourris dans un monde où il y avait de l'information permanente par des moyens très faciles d'accès, où en fait trop d'informations, il y a même aujourd'hui beaucoup trop d'informations. Nous, l'information, il fallait aller la chercher. Là, aujourd'hui, les gens, ils en sont des consommateurs, et cette information, elle ne fait plus la différence entre les croyances et les faits. Et ce qu'a rajouté à juste titre Frédéric, c'est qu'en plus, les faits sont réinterprétés par des gens qui ne les ont... Enfin, pour des problèmes d'opinion politique ou de projets politiques ou des fois simplement pour des problèmes de croyance. Et la science a été instrumentalisée chez des jeunes. Et je ne suis pas sûr que le niveau scientifique moyen ait beaucoup évolué. Par contre, la science est beaucoup plus critiquée qu'elle ne l'était. La crise sanitaire a montré que finalement les plateaux télé ressemblaient aux discussions de comptoir de café avec des experts autoproclamés où finalement n'importe qui se déclarait scientifique. Et puis même quand c'était des vrais scientifiques, on s'est aperçu aussi, mais c'est assez normal, qu'il y a aussi des charlots et des incompétents dans les scientifiques, et malheureusement, c'est eux qui ont eu droit au micro. Et je pense que ça a beaucoup poussé les scientifiques à se poser la question de leur relation avec la société. Et c'est pour ça qu'il y a eu, il y a quelques années, une vraie démarche pour le ministère de l'Enseignement supérieur de reconnecter tous les opérateurs de recherche avec la société. Et il faut le faire, notamment avec les jeunes, pour éviter que les jeunes n'aient de la science que des
des images déformées. Il faut les accompagner sur l'esprit critique. C'est ça le plus important. Sur la question aussi des réponses toutes faites, puisque tu disais toi-même tout à l'heure que quand Henri Latreille amenait cette idée de on est dans la démarche et peu importe les réponses finalement, ça reste quand même quelque chose qui questionne encore aujourd'hui. On a eu Benoît Urgeli en didactique des sciences, qui disait que ça pouvait être aussi un frein pour les enseignants. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est compliqué à appréhender, d'accepter d'être dans la démarche. Quel regard toi tu poses là-dessus ? C'est quelque chose qui est difficile à tenir. Ça a toujours été difficile à tenir, le fait de mettre la démarche avant tout. L'interrogation, la démarche, formuler des hypothèses qui doit conduire éventuellement à trouver des solutions. Mais ce qui est important, surtout dans l'enseignement, c'est la démarche et d'amener les jeunes à interroger, à critiquer dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que ça s'est toujours opposé avec une vision de la médiation scientifique qui était... D'ailleurs, on ne parlait pas de médiation scientifique, on parlait de vulgarisation. C'est-à-dire que c'est vraiment la caste des scientifiques qui vulgarisent pour le bas peuple. Ça m'a toujours énervé. C'est le scientifique qui fait sa conférence et puis les autres ont qu'à se débrouiller. Et bon, c'est nettement mieux de ce côté-là maintenant. Mais ça se heurte du côté des enseignants avec une formation des enseignants qui ne les amène pas à admettre l'erreur, à admettre le fait qu'ils n'ont pas de réponse, etc. vis-à-vis des jeunes. Et puis, dans la société, et je reviens sur les plateaux télé, et tous les médias, les réseaux sociaux, quelqu'un qui se contente d'interroger, de poser des questions sans jamais apporter forcément toujours les réponses, il devient inaudible par rapport à tous ceux qui commencent par donner des a priori, donner des réponses qui reposent sur rien du tout, mais ça paraît pour des jeunes beaucoup plus satisfaisant, c'est de la consommation immédiate. Et quand on leur dit non, mais il faut creuser, il faut réfléchir, c'est beaucoup plus compliqué dans une société du temps réel où on passe d'une affirmation à une autre affirmation sans se poser de questions des conséquences que ça peut avoir d'admettre tel ou tel phénomène. Donc c'est une démarche qui permet de rentrer, la démarche d'investigation, dans la complexité des choses, mais aussi ce que je comprends, ce que j'entends dans vos parcours et qui me semble, moi, en tout cas, ce que je constate en tant que directrice d'Ébulliscience au quotidien, c'est l'importance de prendre du plaisir à être dans le faire, à faire des sciences. Et Frédéric, je sais que tu nous disais, je me suis retrouvée avec toutes ces machines. C'est ça aussi derrière ce qu'on fait, c'est que c'est ces enfants qui prennent plaisir à faire, qui n'arrivent pas à s'arrêter. Absolument, oui. Aujourd'hui, on attend de la science des réponses immédiates. Or, en fait, la science, pour moi, c'est plus des questions que des réponses. Et aujourd'hui, c'est vrai, si on revient sur les plateaux télé, celui qui arrivait avec des questions, on lui coupait la parole pour donner à celui qui avait les réponses. Quelles que soient les réponses, mais l'importance d'avoir des réponses. Or, Ébulliscience, heureusement, depuis le début, on est dans une logique qui est vraiment s'interroger, se poser des questions, faire des hypothèses et avoir toute la modestie qui va avec pour dire c'est peut-être ça la solution, on va essayer de confirmer ce qu'on voit. Mais véritablement, toujours s'interroger, faire une expérience pour essayer de confirmer l'hypothèse qu'on a, et puis si elle est confirmée, aller un petit peu plus loin, essayer d'en faire une autre, essayer de faire une expérience pour la confirmer. Donc voilà, c'est vraiment une approche scientifique qui est pleine d'interrogations. Aujourd'hui, les interrogations, c'est pas du tout dans l'air du temps. Et c'est pour ça qu'il est important, notamment pour des jeunes, mais même aussi pour des adultes, de pouvoir interagir. Et c'était tout le pari de la démarche d'Henri, c'était qu'on ne peut pas se contenter de formaliser des hypothèses, poser des questions, sans en avoir une concrétisation derrière. Et donc, il fallait toucher. Et il fallait que ça soit... C'est pas, vous dites à un scientifique de faire quelque chose, et le scientifique le fait. Non, il fallait que les gens aillent eux-mêmes tester l'hypothèse et qu'on les amène non pas après l'hypothèse, après avoir fait une expérience, à en refaire une autre tout de suite, mais à l'exploiter pour découvrir toute la démarche scientifique. Et c'est toute la complexité, la difficulté de trouver les bonnes expériences qui permettent d'interagir assez rapidement avec toutes les contraintes de sécurité, etc. Et puis un côté un peu ludique. Enfin bon, après on tombe dans toutes les techniques habituelles. Et moi, ça m'a sorti de mon domaine des maths, qui permet tout autant de faire des expériences, mais c'est moins touché. Et je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir avec Henri à redécouvrir des phénomènes scientifiques beaucoup plus proches de la physique, de la chimie, ce genre de choses.
que de mon monde plus virtuel des maths et de l'informatique. C'est vrai que c'était... Et l'année dernière, nous avons, Ébulliscience a eu la chance de fêter ses 25 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, qui êtes là depuis quasiment le début? que des associations qui durent 25 ans et qui sont toujours dans cette dynamique, déjà c'est assez rare. Le milieu associatif qui ne vit pas sur un matelas de membres qui font fonctionner par leur cotisation, mais qui a une activité à la fois commerciale, mais qui doit assurer un budget avec, comme tu le disais, 25 personnes. C'est pas rien, et je pense que c'est une grande réussite d'avoir duré. C'est une nécessité, et quand on a vu les manifestations organisées pour les 25 ans, la joie des gamins et des parents, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a toujours ça, et que dès que les gens rentrent et se lancent dans les expériences, moi j'ai vraiment vu ça à Villeurbanne, quand on était dans la mairie, parce que c'était peut-être plus concentré, donc les gens étaient un peu plus les uns sur les autres. Au bout d'un moment, il n'y a pas de barrière ethnique, il n'y a pas de barrière sociale, il n'y a pas de barrière d'âge. Les gamins parlent entre eux, mais ils parlent avec les adultes, etc. Et alors, on peut toujours dire que ceux qui viennent sont des gens convaincus et un public facile, mais il y a des gens qui venaient pour voir et ils rentraient très bien dans ce dynamisme. Le plus souvent, c'est assez facile de les faire rester. Ils viennent pour 10 minutes et ils peuvent rester 1 heure. Et je pense que ça, c'est une très grande réussite. Et ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on était là il y a 25 ans. Je ne suis pas sûr qu'avec Henri, on aurait imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. Et toi, Frédéric? Pour moi, ce qui m'a émerveillé sur ces 25 ans, c'est comme d'habitude, la salle des découvertes, c'est ce qu'on rencontre quotidiennement. Mais c'est qu'on part de quelque chose de réel. C'est-à-dire c'est quelque chose de tout simple qui nous entoure, et puis on prend le temps de l'observer. Donc au début, les enfants arrivent, et puis ils regardent ce qu'on expose, puis petit à petit, ils se mettent à toucher. Et puis en touchant, ils voient qu'il se passe quelque chose. Et c'est tout le talent de nos animateurs, de nos médiateurs, c'est de commencer à les faire s'interroger un petit peu. Et puis en s'interrogeant, ils se mettent à échanger entre eux. Effectivement, toutes les barrières sont franchies. Ils échangent entre eux, mais aussi avec les adultes qui les entourent. Et puis, ils commencent à discuter, puis ils commencent à faire des hypothèses, et puis ils vérifient. En fait, c'est comme ça qu'on démarre. Et pour moi, vraiment, aujourd'hui, la science, ce qui me motive dans Ébulliscience, c'est se rattacher à des phénomènes simples et réels qui nous entourent. On s'éloigne de toutes les idéologies, toutes les croyances. Voilà, on prend des choses concrètes qu'on peut toucher du doigt, et on ramène la science à ce niveau-là. Les sciences sont dans la vie de tous les jours, en fait, finalement. Ouais. C'est ce qui fait tourner le monde qui nous entoure. La Terre elle-même a des lois qui la font tourner, des lois scientifiques. En tout cas, c'est des modèles qu'on applique dessus pour essayer d'expliquer ce qu'on voit. Parce un autre aspect dans la science, c'est la modestie quand même. C'est très important d'être très modeste et de bien dire qu'on pense que c'est ça. Et toutes les expériences qu'on peut faire nous démontrent que ce qu'on sait aujourd'hui est ce qu'on peut faire de mieux. Et de continuer à être dans le questionnement. Il n'y a pas de honte à se tromper, et qu'on apprend beaucoup de ses erreurs, des fois même plus que de ses réussites, à condition, mais voilà, c'est pas simplement se tromper, c'est faire de l'erreur un des éléments dans le processus de l'interrogation. Un moteur pour continuer. Et voilà. Et pour des jeunes, quand on a commencé Ébulliscience avec des jeunes des milieux défavorisés, en échec, donc stigmatisés, etc., je pense qu'on arrivait aussi à leur faire du bien sur la confiance en soi, pour montrer que, que nous aussi, on pouvait se tromper, mais que pour autant, on ne s'arrêtait pas à ça, et que c'était normal de faire des erreurs, à condition qu'on réinvestisse l'erreur. Aujourd'hui, je pense que les jeunes qui sont plus dans le modèle consommateur, ils essayent, ça ne marche pas, ils passent à autre chose. Il y a aussi ce côté, être capable de les focaliser un peu plus longtemps que 3 tweets sur une seule activité. Et ça, c'est aussi très important.
de ce qu'on remarque, en tout cas à Ébulliscience, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs, on est tous un peu passés à ce stade-là. Et ce qu'on a pu voir sur les 25 ans, c'est que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, adultes ou enfants, on pense qu'on va rester 5 minutes et finalement, 1 heure après, ils sont toujours sur la même expérience. Donc, c'est un procédé qui fonctionne encore, heureusement. Et puisqu'on parlait des expériences, la dernière question, on aime bien les questions Ébulliscience, et je vous embête une dernière fois avec cette dernière question. Quelle est votre expérience préférée, s'il y en a une? Bon, alors, moi, tu connais ma réponse. Je pense qu'on a la même, mais bon. Voilà. Ça tombe bien. Alors, je sais pas, d'ailleurs, je sais même pas comment elle s'appelle. C'est cette expérience où on a des bocaux et un plan incliné, et on fait dévaler le plan incliné par les bocaux. J'ai le nom. Alors attention, les étudiants l'avaient appelé bocalodrome. Le bocalodrome, c'est joli. Et donc on prend 2 bocaux en verre, chacun contenant quelque chose de différent, et on les lâche sur le plan incliné. Le but du jeu, c'est bien sûr d'essayer de savoir quel est celui qui va arriver le premier en bas. Et on a la possibilité, et on offre notamment aux enfants la possibilité de changer l'intérieur des bocaux, quand c'est un liquide, d'en mettre plus, d'en mettre moins. Alors il y a du riz, du sable, des cailloux. Voilà, plein de matériaux différents. C'est d'un point de vue purement scientifique d'une complexité extraordinaire. Et personnellement, je ne sais pas comment ça marche. Mais j'adore cette expérience parce que les jeunes rentrent très vite dans... voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que je peux modifier dans les paramètres pour essayer de faire en sorte que ce soit celui-là qui arrive avant celui-là, et ça devient très vite un challenge entre eux, des débats, des discussions, et quand on les accompagne, on s'aperçoit qu'on peut toucher à peu près tous les éléments de la démarche scientifique avec cette expérience toute simple qui en plus est très ludique et donc qui souvent intéresse vraiment les jeunes qui font vraiment les choses là. Donc moi, cette expérience est une de mes préférées aussi, donc je vais rajouter que il y a énormément de choses que même scientifiquement aujourd'hui on ne sait pas exactement expliquer. On peut prendre les meilleurs chercheurs du monde, sur les théories des tas de sable, là, c'est très compliqué de savoir. Ça dépend de tout un tas de paramètres qu'on ne sait pas modéliser, la granularité du sable, l'hygrométrie. Voilà. Concrètement, on n'est pas capable de revoir ce qui va se passer. Donc, ça permet d'admettre quelque chose de très important, c'est on ne sait pas. Et le on ne sait pas, c'est quelque chose que les scientifiques, enfin en tout cas le grand public n'admet pas des scientifiques. Or, c'est la réalité. L'immense majorité des choses qui nous entourent, on ne sait pas. Donc voilà, on met bien en avant cette notion de on ne sait pas. Elle est très simple à faire en œuvre. Tout le monde est capable de faire cette expérience chez lui. Tout le monde a un bocal et a quelque chose à mettre dedans. Ce qui est intéressant sur cette expérience, c'est la variété des paramètres qu'on peut explorer, la quantité, ce qu'on met dedans, est-ce que c'est sec, est-ce que c'est humide, est-ce qu'on en met beaucoup, un petit peu, voilà. Donc tout le monde est capable de faire cette expérience-là. Elle est très facile à mettre en œuvre, une immense variété de paramètres, donc voilà, elle a son intérêt. Donc je ne vais pas trop revenir là-dessus, Jean-Michel en a déjà parlé. Moi, je vais peut-être parler de l'autre expérience dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, qui est le double cône inversé, et on a l'impression qu'il remonte, alors qu'en fait, évidemment, les choses ne remontent pas spontanément une pente, hein. Donc il faut vraiment se pencher de plus près, prendre bien le temps de regarder le centre de la pièce, et puis on se voit que finalement il descend. Donc, pour permettre à ceux qui nous écoutent de visualiser, donc ce sont 2 cônes inversés qui sont en quelle matière, par exemple, pour rendre dans la description un peu. Alors ils sont en aluminium ou en acier, en tout cas ils sont métalliques, et ils glissent sur 2 rails qui, eux, s'écartent. Donc scientifiquement, ça veut dire que le centre de gravité descend bien, mais que l'objet remonte la pente. On le voit remonter une fois. On voit l'objet remonter, même si en se penchant et en se mettant parallèle à l'expérience, on se rend bien compte que le centre de gravité, donc l'axe de la pièce, descend au fur et à mesure qu'on avance. C'est un peu le côté mystérieux de l'expérience. Mais ça attire l'œil. La première fois qu'on voit cette expérience, ça attire l'œil. Qu'est-ce qui se passe là ? Quelque chose qui remonte une pente spontanément, c'est curieux. Puis voilà, ça permet de s'interroger, et si c'est bien encadré, et si on montre bien si on pousse les gens à bien regarder les choses, finalement ils arrivent à ceci. Par contre, je pense qu'on peut l'expliquer simplement scientifiquement. Il y a une réponse qui est très simple et ça permet de faire de multiples hypothèses. Que va-t-il se passer? Mais c'est de la mécanique très simple à appréhender. Eh ben merci en tout cas à tous les deux. C'était bien de finir sur ces expériences, puisqu'à Ébulliscience, historiquement, il est interdit de ne pas toucher, qui était quand même le slogan. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Et je vous souhaite à tous et toutes un bon moment. Et j'espère que vous avez apprécié ce podcast.
Merci encore à Jean-Michel Jolion et Frédéric Arnaud pour cet échange passionnant. Nous espérons que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique.